Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre mini-série dédiée au sujet de cybersécurité dans le secteur de la défense. Pour ce deuxième épisode en partenariat avec Orange Cyberdéfense, nous allons parler de la cybersécurité des drones sous-marins. On entend tous de plus en plus parler de la guerre des drones qui a lieu dans les zones de conflit du monde et on pense souvent à ceux qui volent dans les airs. Mais il y a aussi les drones sous-marins qui accompagnent nos armées de défense sous-marine. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai l'immense chance d'être entourée de deux experts sur le sujet. Thibaut Bézassier, président d'Alcimar, une entreprise qui fabrique des drones sous-marins. Bonjour Thibaut. Bonjour. Et j'accueille également Laurent Sellerier, membre de l'équipe dirigeante chez Orange Cyberdéfense, spécialiste des questions de défense et également capitaine de vaisseau de réserve. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors je rappelle qu'Orange Cyberdéfense, c'est l'entité du groupe Orange dédiée à la cybersécurité. L'entreprise dispose de plus de 30 ans d'expérience dans ce domaine et c'est aujourd'hui le principal fournisseur européen de services de cybersécurité. Je suis très heureuse de m'associer à cette belle entreprise dans le cadre du podcast pour réaliser cette mini-série qui, on l'espère, va en inspirer plus d'un pour se lancer dans les métiers de la défense et du numérique. Alors merci à vous deux d'avoir accepté de participer à cet épisode. La puissance navale à l'ère des drones, c'est notre sujet du jour. Le contexte géopolitique n'a jamais été aussi tendu et nous assistons à une prolifération de ces nouveaux engins bourrés de technologie. Les drones changent la donne dans le secteur de la défense, mais à quoi ressemblent-ils et de quoi sont-ils capables? Thibaut Bézassier, pouvez-vous nous éclairer sur le sujet pour commencer? Alors merci encore pour cette question et pour l'invitation. Donc je vais effectivement essayer de vous expliquer ce que c'est qu'un drone, en particulier un drone sous-marin. C'est un engin en fait qui est autonome pour remplir une mission qui va de la collecte d'informations jusqu'à éventuellement mettre en œuvre des moyens d'action, à la fois dans les domaines civils et militaires. Donc Alcimar, dans ce cadre-là, a développé alors un drone sous-marin qui est un petit peu particulier. C'est ce qu'on appelle un planeur sous-marin. L'intérêt en fait de ce type de drone, c'est d'avoir des grandes autonomies en mer. Donc un drone sous-marin classique ont des autonomies généralement de quelques jours, là où un planeur en fait va avoir une autonomie de plusieurs semaines, voire au maximum aujourd'hui 4 à 5 mois. Ces objets-là permettent d'abord à l'homme de récolter de l'information. Donc le but c'est en fait une sorte de thermomètre qui va mesurer finalement différents paramètres qu'on peut retrouver dans l'eau. Donc aujourd'hui, on a en gros une quarantaine de paramètres qui peuvent être mesurés, qui vont de la température jusqu'au bruit, en passant par de la chimie. Donc ça, c'est les informations qu'un drone est capable de collecter. À des fins scientifiques, dans un premier temps, à des fins économiques pour accompagner en fait des projets de développement offshore, et puis une dernière partie qui s'est grandement développée depuis 3-4 ans dans le domaine de la défense et de la sécurité. Et justement, est-ce qu'on peut en savoir plus sur les informations collectées pour le domaine de la défense et de la sécurité ? Toutes les informations qu'on collecte ont un intérêt pour la défense et la sécurité. Je vais juste vous donner un exemple qui est pas évident. Le taux d'oxygène dans l'eau permet de savoir si la vie est possible en fait dans une zone considérée. Donc s'il y a du poisson, par exemple, et si du coup l'activité économique des pêcheurs peut être maintenue. S'il y a plus d'oxygène, les pêcheurs sont obligés de se déplacer, ce qui peut créer des tensions interétatiques. Donc rien que cette information-là a un intérêt également pour essayer d'anticiper d'éventuels conflits. Après, de façon un peu plus classique, il y a l'étude de l'environnement, puisqu'un des enjeux essentiels pour les marines, c'est de savoir comment le son se propage dans ce qu'on appelle la partie qui est la colonne d'eau, qui est ce qu'on appelle sous le dioptre. Donc connaître l'environnement et donc connaître la température, la salinité, enfin tous ces éléments-là permettent d'avoir justement cette connaissance des conditions de propagation du son dans l'eau. Et enfin, vous avez classiquement l'acoustique, et donc la possibilité effectivement d'entendre des bruits et de renvoyer cette information vers des bateaux ou des centres à terre pour détecter d'éventuels intrus. Et donc ça, c'est toute la partie collecte d'informations. Vous parliez aussi d'actions civiles et militaires qui peuvent être réalisées par un drone. Est-ce que vous avez aussi des exemples ? Vous avez ce qui s'est passé en mer Baltique avec le sabotage du gazoduc
qui est vraisemblablement soit le fait d'un drone sous-marin, soit le fait d'un robot sous-marin. On privilégiera plutôt le drone sous-marin qui est plus discret, avec certainement un dépôt de charge, d'une ou deux charges sur le gazoduc, et puis une explosion qui en a suivi. Et c'est ce qui vraisemblablement s'est passé aussi sur le pont de Crimée, qui a été saboté en fait par également un drone ukrainien. Alors, on parle d'une tonne, un peu plus d'une tonne d'explosifs déposés en fait sur les piles du pont en mer Noire. Finalement, une fois que vous avez conçu le drone, le vrai sujet, il est sur la charge utile. C'est ce qui va caractériser finalement la mission du drone. Ça peut être une charge explosive, ça peut être une charge utile de type communication, de type guerre électronique, que vous pouvez justement amener de façon discrète au plus près de l'ennemi. Vous avez combien de drones en mer actuellement chez Alcimar ? Alors on a produit un peu plus de 200 drones aujourd'hui, et on en a en permanence en moyenne entre 20 et 30 entre les nôtres et ceux de nos clients. On a actuellement 6 drones qui sont déployés au large de Lisbonne dans le cadre d'un exercice otanien qui s'appelle REPMUS, qui est en fait une grande messe annuelle des drones pour l'OTAN, où vous avez alors des drones sous-marins, des drones de surface, des drones aériens. Et l'idée en fait de cet exercice, c'est d'essayer justement de maturer en fait la réflexion tactique et opérative sur l'emploi de tous ces drones, avec des drones qui vont avoir des fonctions en fait de détection, des drones qui vont avoir des fonctions en fait de relais de communication, et puis des drones qui vont avoir des fonctions en fait d'action, type neutralisation effectivement d'un adversaire potentiel. Et merci pour ce tour d'horizon sur ce qu'est un drone sous-marin en particulier, et qui dit engin connecté dit forcément risque cyber. On est là pour en parler aujourd'hui. Alors je me tourne vers vous, Laurent Sellerier. Quelles sont les menaces cyber spécifiques aux drones sous-marins dans ce contexte ? Les drones sous-marins sont en train de révolutionner le combat naval et la confrontation entre les puissances navales. Dès lors, ils deviennent un enjeu et donc la cible potentielle d'attaque. Et les drones d'Alcimar sont des bijoux technologiques dont une partie de l'intelligence repose sur le numérique. Dès lors, ils ouvrent la voie à des attaques cyber. Alors on pourrait faire une rapide cartographie des risques cyber qui pèsent sur les drones en général. Le premier, c'est probablement lorsque le drone prend contact avec son écosystème. Et à ce moment-là, la liaison peut être perturbée par une attaque cyber. La deuxième possibilité est qu'il n'est pas spécifique au drone, mais touche tous les engins technologiques, et le risque de compromission logicielle au moment de la création. Dans un drone sous-marin, il doit y avoir une centaine d'applications qui tournent. Et chaque application embarque avec elle une potentielle vulnérabilité. Le troisième risque, c'est la compromission de l'environnement du drone. C'est-à-dire que le drone peut être autonome dans certaines phases, mais il a besoin d'être connecté à ce qu'on appelle son C2, son Command and Control, qui est soit à terre, soit sur un autre bateau. Et cet environnement logiciel peut également faire l'objet d'attaques cyber. Il y a un dernier cas d'attaque possible, c'est en cas de récupération du drone. On voit, c'est des bijoux technologiques et de récupération par une puissance adverse du drone. Et dès lors, il faut prévoir des mécanismes qui permettront de garder les secrets du drone non accessibles par la puissance adverse. C'est donc, ce que j'allais vous demander. Éviter le rétro-engineering, oui, qui est une spécialité des services de renseignement, en mettant en place des mécanismes, notamment cryptographiques, qui permettront de protéger le code, de protéger la propriété intellectuelle qui est dans le drone, mais également les données qu'il a pu collecter. Alors justement, que se passe-t-il si on perd le contact avec un drone ? Ça peut être lié à un bug informatique, parce que ce type de technologies sont duales. Donc elles sont très souvent d'inspiration civile. Quand on les décline en fait dans le domaine de la défense, il y a un vrai travail de sécurisation. Et ça, tous les points qui ont été évoqués par Laurent, sont des soucis permanents quand on justement, on a comme client la Marine nationale ou des forces armées. Il faut effectivement durcir le drone vis-à-vis de la menace cyber sur tous les points qui viennent d'être évoqués. On peut perdre la communication avec un drone. Nous, effectivement, c'est des cas non conformes sur lequel on a un certain nombre de procédures qu'on déroule.
La première étant simplement d'attendre le surfaçage suivant pour essayer de voir si c'est pas juste un problème de communication, ce qu'on appelle des problématiques de zones blanches qui peuvent arriver. Puis ensuite, vous avez, si réellement vous n'êtes pas capable de le récupérer, on envoie un bateau pour aller le chercher. L'avantage en fait des planeurs d'Alcimar, c'est qu'on a fait des objets qui étaient peu chers. Comme ils étaient destinés à la science, le monde de la science, avec des budgets qui étaient limités, si on le perd effectivement, c'est pas la fin du monde. Si on se met à la place d'un hacker malveillant qui veut s'attaquer à un drone, qu'est-ce qu'il peut faire concrètement et quelles conséquences ça peut avoir? En fait, il peut conduire des attaques, comme on l'a mentionné, dans les 4 points. Et l'objectif, c'est pour lui soit de remettre en cause la notion de confidentialité, donc capturer les données que le drone a générées. Deuxième possibilité, c'est de remettre en cause la disponibilité du drone, c'est-à-dire qu'en lui donnant des informations qui ne sont pas conformes, en mettant un piège dans un logiciel qui conduira à ce que le drone ait un comportement erratique. Je crois qu'il y a vraiment un champ extrêmement vaste de possibilités d'attaque spécifiques finalement à l'utilisation des technologies numériques. Est-ce que c'est possible d'en prendre le contrôle à distance ? Si j'avais effectivement envisagé un scénario d'attaque, je focaliserais sur le système de contrôle-commande, ce qu'on appelle le C2. Et aujourd'hui, Alcimar travaille quotidiennement à sécuriser ce système parce que c'est un système qui est clé, qui permet à l'ensemble de nos clients civils de piloter leurs engins et d'analyser les données qui sont récoltées. Si vous avez en fait le contrôle de ce système-là, vous avez effectivement un pouvoir de nuisance qui est assez important. Donc on sécurise régulièrement, on a des campagnes de pentest, c'est un gros travail et c'est une dimension. Je pense que c'est important parce que ça concerne finalement toute l'industrie de défense. C'est que cette composante cyber en fait, c'est même pas une option. En fait, vous êtes obligé, dès lors que vous avez ce type de produit ou de système à mettre en œuvre, vous êtes obligé de prendre en compte ça, ce que disait Laurent, de la conception, mais même en conduite. C'est un effort permanent et ça nécessite, un petit clin d'œil à Orange Cyberdéfense, de s'appuyer effectivement sur des gros acteurs qui ont ce savoir-faire et qui permettent justement d'accompagner des sociétés qui sont un petit peu plus petites, dont c'est pas forcément le métier, ou qui n'ont pas les moyens de donner des ressources importantes là-dedans, justement à continuer à avoir une activité économique qui se fasse dans de bonnes conditions, notamment d'un point de vue cyber. Et justement, côté Orange Cyberdéfense, peut-être un mot sur le rôle que vous jouez auprès des entreprises de l'industrie de la défense sur ce sujet de cybersécurité. Comment est-ce que vous accompagnez les entreprises à ce sujet ? Quelles sont les recommandations que vous auriez à communiquer ? Effectivement, Orange Cyberdéfense se positionne comme le partenaire de confiance des entreprises de la défense. Pour cela, on s'appuie sur quelques atouts. Le premier, c'est notre connaissance de la menace. Orange, vous le savez, est un des principaux opérateurs au monde et notre réseau constitue pour nous un capteur qui nous permet d'anticiper et de connaître la menace en avance par rapport aux concurrents et en tout cas certainement par rapport à des entreprises dont le cœur de métier n'est pas la cyberdéfense. Deuxième chose, après la connaissance de la menace, c'est l'expertise que l'on apporte avec des personnes qui sont vraiment dédiées au sujet cyber. Donc en permanence, eux, ils sont alimentés par cette connaissance de la menace et cherchent à trouver des parades. Et ces parades, elles peuvent être à la fois dans l'architecture des composants numériques, ça peut être également dans le développement des logiciels, ça peut être aussi dans la mise en place de solutions technologiques qui vont permettre de protéger et de détecter toutes les attaques. Protéger, c'est les systèmes de chiffrement, de firewall et compagnie, mais c'est complété par des solutions de détection et de réponse de plus en plus autonomes. Par exemple, on arrive à déployer ce qu'on appelle des agents. Alors, c'est pas des personnes, c'est des petits bouts logiciels dans des composants de plus en plus petits, de plus en plus simples. Et ces agents ont une certaine autonomie pour détecter et stopper des attaques. À titre d'exemple, lorsque ces agents voient un début de chiffrement de données qui est caractéristique d'une attaque par ransomware,
ils peuvent non seulement stopper ce processus, mais en plus isoler l'objet victime de l'attaque pour éviter une propagation dans le réseau. Donc voilà, on est vraiment sur l'ensemble de la chaîne qui va de la connaissance de la menace. Tout commence par là. Si vous ne comprenez pas la menace, tout ce qui suit sera non pertinent. Et ensuite, on déroule toute une stratégie qui se ressemble quand même beaucoup à une stratégie militaire pour prévenir les dangers, les détecter et réagir. Alors les drones sont devenus une véritable arme stratégique aujourd'hui au sein de nos armées de défense. Pourquoi la maîtrise nationale donc de ces technologies de drones sous-marins, elle est cruciale pour la souveraineté d'un pays aujourd'hui? Je crois que nous sommes rentrés depuis quelques années dans une nouvelle ère où le rapport de force, la confrontation est redevenu la règle d'interaction entre les États. Pour pouvoir peser et défendre ses intérêts, on a donc besoin de capacités militaires. Les drones viennent compléter et renforcer cette stratégie qu'on appelle de massification des armées pour pouvoir répondre au nouveau contexte international, dont les drones ne viennent pas remplacer les armées traditionnelles, ils viennent les compléter avec cette capacité de production en masse qui n'est pas accessible à une armée traditionnelle. Depuis quand est-ce qu'on intègre les drones dans nos armées de défense ? Je pense que ça fait des années en fait qu'on parle de drones, des dizaines d'années. Ce qu'aura permis l'Ukraine, malheureusement ou heureusement en tout cas, c'est la prise de conscience en fait du poids effectivement et de l'intérêt des drones dans un dispositif de défense et de sécurité, d'ailleurs, enfin militaire ou pas, avec cet effet de massification qui permet en fait de démultiplier les effets militaires. En fait, un drone ne remplace pas un drone marin de surface ou aérien ou sous-marin, ne remplacera jamais un bâtiment de surface ou un sous-marin. En revanche, ça vient renforcer effectivement les capacités militaires, à la fois pour aller récupérer de l'information, et un des enjeux, c'est d'être capable de surveiller. Et juste un petit ajout, parce que je pense que c'est important, la France a la 2e zone économique exclusive. La France est responsable d'une surface maritime qui fait qu'on peut pas faire l'impasse sur le fait de développer ce type de capacité. Alors justement, aujourd'hui, on sait récolter de l'info, détecter, alerter, mener des actions avec des drones. Mais quelle serait l'avancée technologique qui permettrait à une puissance militaire de prendre le dessus sur cette guerre des drones ? Il y a 3 grands enjeux, en fait. Le premier, c'est l'autonomie à la mer. Le deuxième enjeu, en fait, c'est la taille de la colonne d'eau adressée. Donc aujourd'hui, on a la plupart des drones classiques évoluent entre 0 et 800 mètres, et on a des enjeux effectivement qui consistent à aller encore plus profond demain avec des drones, même si ponctuellement on retrouve des drones ou des robots sous-marins qui descendent jusqu'à 6000 mètres. Il faut bien comprendre que cette dynamique-là, elle est mondiale, avec un objectif qui est à peu près d'avoir des moyens qui sont capables d'évoluer à 6000 mètres à terme. Le troisième axe, c'est effectivement l'autonomie décisionnelle. En fait, cette fameuse charge utile qui va combiner de plus en plus d'IA à l'edge pour rendre l'engin le plus autonome possible, pour pouvoir mener des missions les plus délicates possibles dans des environnements qui sont très contraints. Et pour en revenir à la cybersécurité de nos drones, est-ce que cet aspect-là participe aussi directement à la puissance maritime d'un pays ? Laurent Sellerier. Les drones sont en train de révolutionner le combat naval et la puissance maritime. Ces drones font donc l'objet d'une compétition internationale intense dans laquelle il va falloir que nous gardions nos secrets et notre avance. Après, une fois le drone produit, il va falloir que l'État qu'il mettra en œuvre ait confiance en lui. Plus vous lui donnez de missions importantes, plus vous lui donnez de missions engageant la responsabilité de l'État, plus il faut avoir la confiance. Or, il n'y a pas de confiance dans ces outils technologiques sans un très haut niveau de cybersécurité. Et c'est toute la mission d'Orange Cyberdéfense, c'est d'accompagner ces entreprises pour leur permettre, eux et leurs clients, d'avoir confiance dans leurs produits. Eh ben, c'est le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette interview exclusive sur ce sujet fascinant. J'en profite également pour remercier Julie Carrier et Anouk Schmidt de chez Orange Cyberdéfense qui sont à l'initiative de cette mini-série. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un 3e épisode qui sera consacré à la cryptographie militaire face à l'arrivée du quantique. Et oui, vaste sujet. Ça s'annonce passionnant aussi. Thibaut, Laurent, encore merci d'avoir accepté
de participer à cet épisode et à très vite dans le monde de la cyber. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.